Donc je reçois Monsieur Arnaud Hillion qui est tête de liste de l'Alternative pour Montauban. Monsieur Hillion, bienvenue dans les studios de Radio Asso. Merci pour l'invitation, bonsoir. Pour vous interroger, Monsieur Bertrand Sergue, docteur en droit. Bertrand, bonjour. Bonjour. Alors, monsieur Arnaud Hillion, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 43 ans et exercez la profession d'enseignant-chercheur dans le domaine des mathématiques. Natif de Moissac et vivant depuis 2011 au sein de la commune de Montauban, vous êtes actuellement conseiller municipal d'opposition de cette même ville. L'officialisation de votre candidature aux élections municipales de mars prochain a été effectuée il y a plusieurs mois de cela. Vous êtes notamment tête de liste, comme ça a été rappelé par M. Carivin, de l'Alternative pour Montauban et espérez recueillir l'assentiment des habitants du chef-lieu de Tarn-et-Garonne lors de l'élection de leur futur maire. Une grande coalition de nombreux partis politiques s'est formée autour de votre candidature, dont en voici la liste exhaustive. Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, Parti radical de gauche, Parti communiste français, Génération S, Montauban citoyenne et Place publique. Est-ce que cette union importante de l'ensemble des forces de gauche autour de votre candidature peut conduire, selon vous, à une meilleure prise de conscience par les Montalbanaises et les Montalbanais de l'intérêt que peut susciter votre programme politique ? Oui, je le crois. En tous les cas, c'est ce qu'ils nous disent de plus en plus nombreuses et nombreux. Donc quand nous allons à leur rencontre, sur les marchés ou ailleurs, eh bien, ils nous disent qu'ils sont très heureux de voir la gauche dans son ensemble réunie pour cette élection. Et puis, ils sont très heureux que ce soit l'union de la gauche et de l'écologie. D'accord. Je vous propose dès à présent d'aborder, si vous le voulez bien, les divers aspects du projet politique que vous souhaitez mettre en œuvre justement pour la ville de Montauban. Je précise également que ce programme électoral s'est largement nourri de nombreux débats participatifs qui ont été organisés depuis l'été 2019. Vous avez notamment adressé une lettre aux habitants de la ville de Montauban comportant en son sein les grandes thématiques sur lesquelles vous souhaitez axer votre campagne électorale. Parmi ces grandes notions, ayant recueilli l'assentiment de votre équipe de campagne, il y a notamment la question de la participation citoyenne aux décisions de nature politique. Vous prônez un renouveau démocratique via une étroite collaboration des Montalbanaises et des Montalbanais avec leurs dirigeants politiques dans la prise de décision publique. Comment peut se réaliser concrètement, Monsieur Hillion, cette participation plus accrue des citoyens sur le plan communal ? Eh bien déjà, elle peut se réaliser comme nous l'avons mis en place durant cette campagne, puisque comme vous l'avez dit, donc nous sommes partis sur cette déclaration d'intention de travailler ensemble en juillet dernier. Et à partir de l'automne, nous avons vraiment organisé cette vaste consultation des Montalbanaises et des Montalbanais. Sous quelle forme ? D'abord, nous avons organisé plusieurs ateliers thématiques qui recouvraient l'ensemble des champs d'application de la municipalité de l'agglomération. Nous avons mis en place des questionnaires en ligne qui reprenaient ces thématiques-là. Nous avons organisé des réunions publiques dans lesquelles la parole a été largement donnée à la salle et parfois même sous forme d'ateliers. Donc on a invité les gens à se regrouper par petits groupes de 6 et à travailler sur des questions qui étaient discutées ce jour-là. Je pense par exemple à l'atelier qu'on avait organisé sur la redynamisation du centre-ville. L'invité était le maire de Cahors, qui nous expliquait ce qu'il mettait en place à Cahors pour rendre son centre-ville attractif, et on essayait de comprendre ce qui était transposable ou pas à Montauban, dans quel timing, comment s'y prendre concrètement. Et là, les présents se regroupaient par petits groupes de 6 et travaillaient pendant 10 minutes pour essayer de lister les choses qui ressortaient selon eux comme étant faisables, développables sur Montauban, les choses qui étaient plus difficiles, les choses qui pouvaient se mettre en place immédiatement ou plus lentement. Et ensuite, une retranscription était donnée. Et effectivement, ce type de travail, d'abord, on a eu la surprise, on y croyait, mais je veux dire, on a vu que ça marchait vraiment, que les gens qui étaient venus et qui ne savaient pas qu'on allait procéder de la sorte jouaient vraiment le jeu et avaient des choses intéressantes à faire ressortir. Donc c'est l'intérêt de l'intelligence collective, comme on dit. Quand on travaille à plusieurs, quand on réfléchit de manière constructive à plusieurs, il y a des solutions intéressantes qui émergent, inattendues. Donc ça marche. Les Montalbanaises et les Montalbanais en ont été friands, ils ont voulu y participer, ils ont vraiment pris part à ce jeu-là. En tout, on a estimé à plus de 5000 contributions. L'ensemble des C'est la question que j'allais vous poser, 5000 personnes à peu près. Oui.
Donc vraiment, sur l'ensemble des questionnaires, sous quelque forme que ce soit, sous forme questionnaire en ligne, questionnaire papier, dans ces réunions. Donc vraiment, les gens ont joué le jeu et on a bien mesuré qu'il y avait une véritable attente de renouveau démocratique. D'accord. Mais Bertrand, 2 secondes. Je me permets d'intervenir. C'est un peu la copie de ce qu'on fait à La République En Marche, les ateliers. Alors, pour le coup, vous parlez de cette campagne-ci ? Non, ce qu'ils ont fait au départ, quand ils ont lancé le mouvement. Donc je pense qu'effectivement, La République En Marche a voulu faire quelque chose comme ça avant la présidentielle. Bon, la différence, c'est que nous, on l'a vraiment fait, et on l'a fait en dehors de petits groupes de convaincus, j'ai envie de dire. On a vraiment élargi le panel des gens qui sont venus nous rejoindre, qui ont eu envie de participer. Et ensuite, quand on a construit ça, notre volonté, c'était de faire ces démarches de démocratie participative qui, pour le coup, existent aujourd'hui très largement, pas seulement en France, mais aussi à travers le monde, dans d'autres continents aussi, sur d'autres continents aussi. Donc ces techniques-là sont des techniques intéressantes qui participent au renouveau démocratique et qui ont en plus la vertu de restaurer la confiance entre les électeurs et leur personnel politique, leurs élus. Bertrand. Oui, et justement par rapport à cette participation plus accrue des citoyens, j'ai cru voir dans votre programme qu'il y aura, si vous êtes élu maire de Montauban, des budgets participatifs qui seront attribués pour chaque hameau et quartier afin de réaliser un projet choisi par les habitants. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot ? Très volontiers. Donc c'est parmi tous les outils de démocratie participative, un des outils concrets, peut-être le plus facile à mettre en œuvre rapidement, cet outil des budgets participatifs. Donc effectivement, on alloue à un quartier, un hameau, une somme sur laquelle on demande aux habitants, alors à travers des réunions publiques ou encore une fois en prenant contact avec des associations de quartiers, on leur demande quels sont les quartiers qu'ils aimeraient voir porter, quels sont les projets qu'ils voudraient voir porter pour leur quartier ou leur hameau. Donc là, c'est la foire aux propositions, on voit ce qui émerge. Ensuite, dans un deuxième temps, on essaie de financer, de voir le financement, de chiffrer les projets en question, et on revient vers les habitants en leur disant, voilà, dans l'enveloppe prévue, ça permet de réaliser cet aménagement de croisement de routes dangereux que vous avez demandé, cette portion de piste cyclable, ce parc de jeux pour enfants, ce city park pour adolescents. Et par contre, il faut faire un choix. Donc, qu'est-ce qui vous paraît le plus urgent ? Rénover la salle des fêtes ou que sais-je ? De nouveau, il y a une consultation, alors soit sous forme de vote, soit sous forme de consensus qui se dégage dans une réunion publique. Et le ou les projets qui sont élus, choisis, on les met en œuvre. D'accord. Et également, à la lecture de votre projet politique, nous ne pouvons que constater la part importante qui est consacrée aux questions de nature écologique. Vous préconisez notamment la transformation de la commune de Montauban en une ville durable, et je vous cite, faisant des problématiques environnementales un enjeu majeur. Vous souhaitez en conséquence, je suppose, une plus grande végétalisation de l'espace public, limiter l'étalement urbain. Quelles sont, s'il vous plaît, vos aspirations en l'espèce ? Donc vous avez raison, c'est des choses que nous souhaitons. Donc le constat de base, le fond du problème, c'est qu'on est pleinement conscient de cette transition écologique, cette mutation climatique que nous allons devoir vivre, nous, nos générations, moi la génération de ma fille, nos enfants, vont devoir faire face à cette mutation climatique. On commence à en voir des effets réels sur notre vie quotidienne. Cet été à Montauban, nous avons eu 2 épisodes caniculaires. Je crois que ça n'était pas arrivé de mémoire de Montalbanais depuis très 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 longtemps. Un épisode caniculaire certaines années, pas toujours. Là, cette fois-ci, 2 épisodes caniculaires. C'est nouveau. Et les projections disent que ces épisodes caniculaires vont être amenés à se multiplier dans l'avenir. On a vu apparaître un changement du biotope. On a de nouveaux animaux qui apparaissent, on n'est pas habitué. Donc je pense à l'invasion des moustiques cet été, encore une fois, qu'ont vécu de manière désagréable de nombreuses Montalbanaises et Montalbanais, ils nous l'ont dit. Et bien ça, c'est aussi un effet du changement climatique qui fait que des nouvelles espèces peuvent émerger. Donc, petit à petit, on va voir des problèmes comme ça qui vont nous impacter sur notre vie quotidienne. Donc il faut anticiper ça, il faut préparer la ville, préparer le territoire à cette mutation. Donc il y a bien sûr des problèmes, des questions de mise à niveau énergétique des bâtiments. Donc on a des bâtiments qui sont parfois peu isolés, ou alors qui ont été isolés plutôt en réfléchissant à l'isolation contre le froid,
et pas contre le chaud, qui devient le problème peut-être majeur des prochaines années. C'est vrai des bâtiments publics, c'est vrai des bâtiments, des logements personnels. Sur les bâtiments publics, on a été saisi durant le mandat précédent, je suis conseiller municipal d'opposition, par des associations de parents d'élèves qui mettaient le point sur le problème des maternelles dans lesquelles il n'y a pas au moins une salle qui soit bien isolée pour faire face à la canicule. Donc on a des enfants petits qui, pendant les périodes caniculaires de juin, se retrouvent dans des conditions très désagréables. Donc on les regroupe au mieux comme on peut, on met des ventilateurs, on les asperge avec des pulvérisateurs d'eau pour essayer d'abaisser les températures. Donc il faut faire ça parce que hors de question de laisser les enfants en danger. Mais enfin, il faut aussi réfléchir de manière durable à pouvoir construire des conditions concrètes pour que on puisse faire face à ces événements, ces changements climatiques sans faire avec des bouts de ficelle, j'ai envie de dire, de manière constructive. Donc là, il faut revoir les isolations des bâtiments publics. C'est vrai aussi du parc privé. D'accord, donc si vous êtes élu maire en fait de Montauban, vous allez avoir pour projet d'isoler tous les bâtiments publics ou la plupart des bâtiments publics qui sont trop énergivores en quelque sorte, comme vous l'avez dit. Donc très clairement, il faut faire un audit de l'ensemble des bâtiments publics. Je pense notamment aux écoles et tout particulièrement aux écoles parce que là il y a un défaut d'investissement sur les dernières années à mon sens. Donc là il faudra faire un effort particulier pour avoir un plan pluriannuel parce que toutes ces choses-là ne peuvent pas se faire d'un claquement de doigts. Il y a beaucoup de bâtiments publics pour dans le temps étaler de manière cohérente la rénovation énergétique. Donc on a des salles des fêtes très énergivores, on a encore une fois des écoles notamment énergivores. Donc là il faut vraiment travailler avec une vision à 10, 20, 30 ans pour qu'on puisse moins consommer d'énergie, travailler de manière plus vertueuse du point de vue écologique sur ces bâtiments-là. D'accord. Également au niveau de votre projet politique, toujours vis-à-vis des questions écologiques, il y a un élément qui est assez méconnu, c'est vous souhaitez réaliser au cours de votre mandat une forêt urbaine à Montauban, ça s'appelle une forêt urbaine. Où se situera-t-elle? Où se situera cette dernière? Comment ça va se passer concrètement? Donc il y aura une forêt urbaine, j'ai envie de dire diffuse. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'utiliser le maximum d'espace où on peut encore planter des arbres, pour planter des arbres et pour créer un continuum de nature qui irait depuis les hameaux jusqu'au cœur de ville, en suivant les cours des rivières. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis on a, à Montauban, une zone rurale qui est très importante. On a c'est une commune très étendue. Donc il y a vraiment de la place pour trouver des terrains, des parcelles sur lesquelles planter des arbres en fait. Donc c'est ce qu'on souhaite faire. Donc c'est vertueux à plusieurs titres. Donc un arbre qui pousse stocke beaucoup de carbone, de gaz carbonique. Pour sa croissance même, il utilise le gaz carbonique pour croître. Donc c'est une façon de stocker du gaz carbonique. Et puis c'est aussi un plaisir pour les Montalbanais de pouvoir se balader en forêt. Donc bien sûr, une forêt, ça met du temps à pousser. Donc on plante des arbres petits et puis on attend qu'ils poussent. Mais au bout de 30 ans, déjà, on voit des effets. Donc oui, on portera cette idée-là très clairement. Alors, pour vous préciser, plus précisément, vous me demandez par exemple où on pourrait faire ça. Donc ça, typiquement, c'est des questions qui rentrent dans notre démarche participative. Quand on a envie d'aménager le territoire, donc il y a des choses qui s'imposent d'elles-mêmes pour des raisons géographiques, où finalement il faut faire passer, pour optimiser les coûts, telle ligne téléphonique, telle fibre optique à tel endroit. Mais sur des sujets plus ouverts comme ça, où on a finalement le choix, typiquement c'est des sujets sur lesquels on invitera les Montalbanaises et les Montalbanais à se prononcer, ceux qui le veulent, sous forme de... par exemple, consultation électronique, vote électronique ou des choses comme ça. D'accord. Vous appelez également de vos vœux à une plus grande solidarité au niveau local et souhaitez notamment rendre le logement plus accessible. Vous voulez également lutter contre l'habitat indigne ou encore défendre et développer les services publics. Il y a eu un recul, selon vous, des services de proximité de la ville de Montauban ces dernières années ? Alors, une première chose qui est très claire, c'est que les services publics qui étaient présents en centre-ville, pour beaucoup, ont été externalisés en périphérie, en zone périphérique. Donc on a eu plusieurs services comme ça, je pense à la caisse d'allocation familiale, je pense au centre des impôts, je pense à la Poste aussi, qui a eu il y a eu plusieurs bureaux de centre-ville qui ont été fermés, place du Coq ou encore Ville Nouvelle. Donc effectivement, l'organisation spatiale des services publics de la ville de Montauban sur les 20 dernières années a beaucoup changé. Le CCAS aussi a été repoussé un peu plus loin.
il était plus proche du centre-ville, il est moins. Donc, beaucoup d'habitants nous disent qu'il est plus difficile aujourd'hui pour eux de se rendre sur place pour effectuer les démarches qu'ils ont effectuées, que cela n'était le cas quand ces services étaient en centre-ville. Donc effectivement, à ce titre-là, on peut parler d'un recul, j'ai envie de dire recul physique, au sens recul déplacement lointain des services publics, par exemple. Et également, justement, par rapport aux solutions concrètes que vous, justement, sur ce sujet que vous souhaiteriez mettre en œuvre, comment est-ce qu'on relocalise ces services publics ? Donc quand un service public, on est très pragmatique à l'Alternative pour Montauban, donc on essaie d'avoir une vision assez concrète des choses. Donc quand on fait l'effort de déménager un bâtiment, c'est pas très malin, disons, de penser vouloir le relocaliser 3 ans après ou 5 ans après. C'est des coûts. Donc une fois que ces choix sont faits, des choix qu'on n'aurait peut-être pas appuyés, qu'on n'aurait pas accompagnés, ou on aurait pesé pour qu'ils ne se fassent pas de cette façon-là, on aurait facilité. On aurait essayé de comprendre pourquoi telle ou telle administration souhaitait s'éloigner, pour quelles raisons, et essayer d'apporter des solutions concrètes qui permettaient de faire un autre choix, si on avait été aux affaires. Mais maintenant que c'est fait, en responsabilité, on ne peut pas tirer un trait là-dessus, il faut s'adapter à ça. Donc de fait, il y a des services qui ont fermé ou qui sont partis, et de fait, on ne va pas pouvoir les relocaliser abruptement. Par contre, on peut travailler sur sécuriser d'autres services publics qui sont encore en centre-ville et les faire rester. Je pense notamment à l'hôpital, on pourra y revenir. Et puis, il faut travailler sur les possibilités d'accessibilité, de facilité d'accessibilité des services publics qui sont partis. Donc nous, on porte l'idée très forte de revoir les mobilités, les déplacements sur Montauban de manière globale. Donc, les services publics qui se situent en périphérie, en zone périphérique, il faut, au moment où on revoit globalement le plan de mobilité de la ville, penser à construire des lignes de transport en commun, notamment, qui permettent une accessibilité facilitée de ces services-là. Donc ça, on le fera, par exemple. Justement, là, on en vient à ces questions de voirie, de stationnement, à la capacité de se mouvoir au sein de la commune de Montauban. Ces thématiques, elles suscitent l'intérêt de la population montalbanaise, bien entendu. Votre souhait, il est de faciliter les déplacements quotidiens des habitants de la ville de Montauban. Quelles seront les décisions prises sous votre mandature visant à fluidifier le trafic routier, à favoriser la mobilité des habitants de la cité d'Ingres ? Oui, vous avez raison, on souhaite effectivement s'attaquer à ce problème, parce que c'est un problème qui n'a pas été regardé droit dans les yeux. Donc aujourd'hui, on a le chiffre que je cite souvent, c'est qu'on a 45 000 déplacements de Montauban vers l'extérieur ou réciproquement par jour, quotidiennement. Donc ça, c'était pas le cas il y a 5 ans, 10 ans ou 20 ans, encore moins. Donc c'est quelque chose de nouveau. Pourquoi on a ces déplacements-là, cette augmentation des déplacements ? C'est parce que la ville de Montauban, le territoire de l'agglomération aussi, accueille de plus en plus d'habitants. Donc on accueille à peu près 500 000 habitants par an. Forte croissance démographique, effectivement. Absolument. Et donc cette croissance démographique, elle s'accompagne de plus de déplacements sur le territoire intra-territorial, enfin je veux dire à l'intérieur de la commune ou de l'agglomération, mais aussi, je le répète, de notre commune vers l'extérieur réciproquement. On a près de 5000 pendulaires, donc montalbanais, qui vont travailler à Toulouse, et réciproquement de Toulousains, autant 5000 qui viennent travailler depuis Toulouse à Montauban. Donc ça génère beaucoup de flux. Et les infrastructures qui avaient pu être bien calibrées pour un flux inférieur il y a 20 ans sont aujourd'hui elles bouchonnent en gros. Donc on a aux horaires des pointes des gens qui se retrouvent coincés dans les embouteillages. Donc c'est désagréable parce que si on vient vivre à Montauban, c'est pour profiter d'une ville plutôt urbaine et rurale à la fois, une ville de moyenne importance, une certaine tranquillité. Et c'est plus le cas. Donc on se retrouve avec des aires de périphériques toulousains, voire parisiens. C'est pas le choix que font les gens. Donc ces choses-là auraient dû être anticipées. Ça n'a pas été le cas. Maintenant, il faut regarder avec une vision à 10, 20, 30 ans, encore une fois, en essayant de voir quelle sera la façon de se déplacer dans ces périodes-là et adapter les choses de manière à les rendre optimisées et faciliter la vie de nos concitoyens. Donc pour ça, on porte l'idée de partir de zéro, c'est-à-dire de reprendre un plan de mobilité et de déplacement de zéro. Donc ce plan de mobilité, c'est un plan de mobilité global qui englobe l'ensemble des moyens de déplacement, le bus, le vélo, la marche à pied, la voiture, le train, voire des nouveaux moyens de déplacement, les patinettes électriques ou trottinettes électriques qu'utilisent de plus en plus de gens en centre-ville notamment.
les vélos électriques aussi, qui sont beaucoup utilisés. Donc, comment faire? Il faut réfléchir à chacun des réseaux, essayer de l'optimiser, de voir comment on développe à la fois les lignes de circulation, les fréquences, de voir aussi les amplitudes horaires. Je pense là au bus notamment. Et puis pour les réseaux de cyclistes et pour le réseau cyclable, il faut aussi travailler sur la sécurité. Donc beaucoup de Montalbanaises et Montalbanais nous disent on est prêt à faire du vélo. Et ça c'est un effet nouveau, c'est notamment un effet du vélo électrique, où les gens qui ne se seraient pas lancés à pédaler tout seuls, du fait d'avoir une assistance électrique, disent non, nous on est prêt à le faire. Donc ils sont prêts à le faire. D'ailleurs, certains s'équipent en vélo électrique et puis ils se lancent sur les pistes cyclables et ils ont peur en fait. Ils ont peur parce que ces pistes cyclables, ces bandes cyclables, je dis pistes souvent c'est des bandes cyclables, c'est-à-dire des choses juste peintes à la peinture sur les routes. Au bout d'un moment, au bout de la bande, on est lâché dans la circulation, dans le flot des voitures et c'est dangereux. Donc ça fait peur. Et ça décourage les gens d'utiliser le vélo pour eux-mêmes, et ça les décourage aussi pour leurs enfants, parce que certains disent, les grands enfants, quand ils ont commencé à avoir l'âge d'aller au collège ou au lycée, ils laisseraient bien y aller sur tout seul à bicyclette, mais c'est trop dangereux, ils le font pas. Donc là, il y a un travail de sécurisation du réseau, avec une reprise de tous les points de rupture où la connexion n'est pas assurée, et pas à pas de sécuriser, d'assurer la continuité du réseau. Donc ça, c'est ce qu'on veut porter en collaboration avec les associations de cyclistes et avec les habitants qui ont une expertise d'usage, une sécurisation du réseau. Sur le bus, donc au-delà de la fréquence, de l'amplitude et même des trajets que l'on souhaite voir empruntés par les bus, on va avoir une mesure incitative très forte qui est la gratuité des bus. Donc la gratuité des bus, ça veut dire qu'on monte dans le bus sans poinçonner un ticket, quel que soit le jour, quel que soit l'endroit. Donc ça, c'est quelque chose qui est complètement finançable, quelque chose qui marche dans d'autres villes de la région. Je pense notamment à Cahors, qui est une ville de gauche, ou à Castres, qui est une ville de droite. Donc c'est pas une mesure de droite ou de gauche, c'est une mesure qui marche. Et c'est une mesure qui marche parce qu'elle est incitative. Donc quand le bus devient gratuit, il y a des personnes pour qui c'est l'occasion de prendre le bus. Et d'ailleurs, ils nous l'ont dit, les Montalbanaises et les Montalbanais, pendant la consultation qu'on a organisée, certains nous ont dit, oui, le bus, aujourd'hui c'est cher, l'abonnement à 130 € à l'année pour une personne âgée, ça peut être compliqué à assumer au niveau du pouvoir d'achat. Donc certains nous ont dit que ça les obligeait à prendre un crédit à la consommation, par exemple. Et c'est très incitatif de rendre le bus gratuit. Si le bus est gratuit, plutôt que d'utiliser la voiture, certaines personnes feront le choix de prendre le bus. Et ça, c'est donc vertueux pour le pouvoir d'achat des Montalbanaises et des Montalbanais, c'est vertueux aussi pour l'écologie, parce qu'un transport en commun, ça mutualise la pollution, disons, donc on pollue moins, et ça, c'est agréable. Je veux dire, au niveau de la qualité de l'air, c'est ce à quoi il faut viser. Et d'ailleurs, ce sujet, on aura aussi une politique ambitieuse de mise à niveau des véhicules. Donc aujourd'hui, les bus, c'est essentiellement des bus moteurs thermiques, diesel. Donc nous, on souhaite passer à des bus énergie propre, et notamment des bus à hydrogène. Donc le moteur hydrogène, c'est un moteur qui produit de l'eau. C'est la combustion de l'hydrogène et de l'oxygène qui donne de l'eau. Donc plus d'histoire de nitrate, d'oxyde d'azote, de monoxyde de carbone, de particules fines, on produit de l'eau. Donc c'est quelque chose qui est vraiment à développer. Et qui commence à être développé. Donc certaines villes, comme Pau ou comme Toulouse bientôt, s'équipent en bus à hydrogène. Donc après, il y a un effet d'économie d'échelle. Quand on commence à avoir un réseau plus complet, ça coûte moins cher. Et ça, c'est quelque chose aussi sur lequel on veut aller. Et le coût global du coup de ces mesures visant à la gratuité des bus ou autres, ou le remplacement de ces bus, vous l'avez chiffré à peu près? Donc sur la gratuité des bus, c'est tout à fait finançable. En fait, c'est finançable avec la taxe du versement de transport. Donc c'est la taxe qui est mise en place aujourd'hui pour financer les transports publics dans toutes les villes, donc à Montauban aussi. Donc à Montauban, c'est 0,8% de la contribution. Donc c'est les employeurs de la ville qui paient cette taxe dès à présent. Et puis c'est aussi intéressant pour eux. Donc cette taxe, elle permet de financer la gratuité des bus dès à présent. Mais c'est aussi intéressant pour eux parce que si les employés peuvent utiliser le bus gratuitement,
eh bien, les entreprises n'ont pas à payer la part de la contribution obligatoire des employeurs. Donc les employeurs, ils sont amenés à financer la moitié de la tarification de l'abonnement de leurs employés quand ils le demandent. Donc, le passage au bus gratuit, ça leur permet d'économiser cette dépense-là. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Je le répète, ça a été fait à Cahors, ville de gauche, ça a été fait à Castres, ville de droite, et ça marche. Donc nous, on porte ça et on le fera. L'éducation est un thème qui vous est également cher, vous en avez un petit peu parlé avec les écoles tout à l'heure. Il est vrai que les collectivités territoriales disposent de nombreux moyens en l'espèce. Pour rappel pour nos auditeurs, la région assure la gestion des lycées. Le département est compétent en ce qui concerne la construction, la restructuration des collèges. Et quant à la commune, cette dernière est propriétaire des écoles maternelles et élémentaires publiques établies sur son territoire. La mairie organise également, ça vous le savez bien sûr, la restauration scolaire. Quelles seront, Monsieur Elion, vos priorités concernant les compétences qui relèvent de la mairie dans le domaine éducatif ? Donc sur les écoles, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a déjà abordé cette idée de faire cet audit de toutes les écoles montalbanaises, regarder là où il faut agir rapidement, des endroits où il faut agir rapidement, il y a certaines écoles dans lesquelles il y a des étés qui soutiennent des poutres, bon, donc là il faut aller travailler pour mettre les choses en sécurité. Donc, vous l'avez peut-être vu dans la presse locale, on a vécu à Montauban de chutes de briques ou de morceaux de plafond dans des écoles montalbanaises sur les 2 dernières années. Heureusement sans problème, une fois c'est arrivé pendant que les élèves étaient dans la récréation, à la cour de récréation, une autre fois c'est arrivé pendant le week-end, tant mieux. Mais bon, ne tentons pas le diable, j'ai envie de dire, donc faisons cet audit très sérieusement. Donc on avait demandé ça à l'opposition à la mairie, on a demandé ça à la municipalité sortante. Un audit a été effectué, je le sais. Donc sur la base de cet audit-là, s'il est suffisamment complet, on n'a pas eu les résultats, s'il est suffisamment complet sur la base de cet audit-là, et sinon, quitte à refaire un audit patrimonial sur les bâtiments des écoles, eh bien on fait un état des lieux, et puis on voit ce qui est le plus urgent, et là on fait les réparations, et sur le reste, on fait un plan pluriannuel de mise à niveau. Et je vous en parlais tout à l'heure notamment, avec l'idée de mise à niveau énergétique de ces bâtiments-là. Donc ça c'est très clair, il faut le faire, c'est urgent, il faut le faire. On a cette hausse continuelle de population à Montauban, les 500 000 habitants que la ville gagne chaque année. Pour le moment, ça ne se traduit pas sur les toutes dernières années par une hausse des effectifs scolaires. Mais à terme, on peut imaginer que ça sera le cas. Il faudra créer une nouvelle école du coup. Donc voilà, à un moment, il faut prendre en responsabilité l'idée de construire une nouvelle école. Pourquoi ? L'autre façon d'accueillir d'autres enfants dans les écoles actuelles, ça consiste à densifier l'école. Donc faire des extensions, souvent en hauteur, parce que sur les écoles de centre-ville, il n'y a pas de place, de toute façon, il n'y a pas de terrain attenant sur lequel on pourrait faire, à part la cour de l'école. Mais sauf que si on construit un nouveau bâtiment dans la cour d'école, la cour est plus petite alors qu'il y a plus d'enfants. Donc ça cause des problèmes tout simples. Donc il y a beaucoup d'écoles, l'école de ma fille par exemple, dans lequel il y a une rotation des récréations parce que tous les enfants ne rentrent pas tous en même temps dans la cour. Donc on organise des choses comme ça. Ça pose aussi des problèmes au niveau de la cantine scolaire, du lieu, du réfectoire, du lieu où les enfants prennent leur repas. Puisque quand on densifie le nombre d'enfants dans une école, on ne peut plus faire un seul service de cantine, il faut en faire 2, voire 3. Dans l'école de ma fille, il y a 3 services de cantine qui s'alignent. Donc les enfants ont moins de temps pour manger. Donc c'est cette solution-là de densifier, qui est celle qui a plutôt été choisie de faire des extensions sur place par la municipalité en cours, mais nous pensons qu'elles ont leurs limites, et qu'en fait on y a leurs limites. Donc effectivement, l'idée de construire une nouvelle école sur le mandat, c'est une idée que nous portons effectivement. Vous n'avez pas une idée du lieu encore, ça serait... Non, absolument pas. Donc là, je ne peux pas vous annoncer un lieu. On fera ça... en concertation avec le Montalbanais et le Montalbanais Non, là, je pense qu'on fera vraiment une étude... En fonction des besoins. Voilà, sur les besoins, de voir où sont les nouvelles implantations. On sait qu'il y a des zones qui sont en train d'accueillir plus d'habitants, je pense au Montauban Nord. Donc maintenant, vous dire précisément où, non, ça, c'est pas arrêté du tout aujourd'hui. Donc vous me demandiez d'autres choses sur les écoles, je pense, mais j'ai oublié. Non, c'était le programme global, en fait, vous l'avez expliqué, c'est-à-dire une restructuration des écoles et la création, voire plus tard, d'une nouvelle école, due justement à cette explosion démographique qu'on connaît à Montauban et plus généralement dans le Tarn-et-Garonne, en fait.
Oui, mais je sais ce que je voulais vous dire aussi. Du coup, je me souviens. Donc, il y a cette histoire de cet enjeu avec la cantine scolaire. Donc, les enfants. Vous nous parlez de la cantine scolaire. Oui. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Donc, on a à Montauban un restaurant municipal qui existe depuis de nombreuses années et dont la Cour régionale des comptes nous dit qu'il arrive un peu en bout de course. Donc, il va falloir réfléchir à ce qu'on veut en faire de ce restaurant municipal. En gros, est-ce qu'on continue avec un restaurant municipal en régie? Est-ce qu'on passe à autre chose? Donc nous, on porte l'idée de le conserver en régie municipale. Et puis, il faut voir quel calibrage on va lui donner. Donc peut-être que des maires de la communauté d'agglomération souhaitent eux aussi bénéficier du restaurant municipal. Donc ça, bien sûr, ça dépendra de ce qui sortira des élections. La communauté d'agglomération, il y a toutes les communes autour de Montauban. Donc là, il faut voir quels sont les projets portés par les nouveaux élus. Mais ça peut être l'occasion, le fait que ce restaurant municipal arrive en bout de course, ça peut être l'occasion pour essayer de construire un nouvel outil qui soit calibré de manière un peu plus importante pour pouvoir satisfaire les besoins du Grand Montauban. Voilà, du Grand Montauban. Aujourd'hui, le restaurant municipal, il sert les repas des écoles, il sert aussi des repas de centres aérés, dans le Grand Montauban aussi. Il sert aussi des repas avec un portage à domicile pour les personnes âgées qui souhaitent en bénéficier. Donc, l'idée, c'est de vraiment miser sur ce restaurant municipal en le conservant en régie municipale et d'orienter très clairement la production de nourriture vers le bio et le local. Donc l'idée, c'est d'utiliser nos agriculteurs locaux qui font un travail de qualité pour beaucoup et qui ont envie de s'investir dans des circuits courts, d'utiliser le restaurant municipal pour sécuriser leur production, les ventes de leur production. Donc essayer de fabriquer des appels d'offres de commandes publiques adaptés à leur capacité de production, de façon à avoir une alimentation de qualité, locale et bio, si possible, pour les enfants de nos écoles. Et donc là, on porte l'objectif de passer, donc vous savez probablement que la loi impose d'augmenter la quantité de nourriture locale et bio dans les cantines scolaires. Mais nous, on propose d'être plus ambitieux et on vise un seuil de 90% de bio ou de local pour la fin du mandat. D'accord, au-delà de ce que prévoit la loi. Très au-delà de ce que prévoit la loi. D'accord. Également, être en capacité de vivre dans une commune en toute sécurité, c'est une préoccupation pour les habitants de la plupart des villes françaises. Le maire dispose à cet effet d'un certain nombre de leviers visant à lutter contre la délinquance. Nous l'avions précisé à ce micro la semaine dernière, le maire jouit de pouvoirs de police administrative qui le conduisent à prendre des mesures visant au maintien de l'ordre, de la sécurité, de la tranquillité ainsi que de la salubrité publique sur le territoire de sa commune. Sur le plan sécuritaire, quels seront, je vous prie Monsieur Elion, vos objectifs si vous êtes élu maire de Montauban en mars prochain ? Donc l'objectif est très clair, l'objectif c'est de vivre dans une ville apaisée, dans une ville sécurisée. Donc là-dessus, nous pensons que vraiment la sécurité c'est un droit pour nos concitoyens et donc la municipalité est là pour mettre tous ses moyens pour faire respecter ce droit-là. Alors maintenant, il faut comprendre comment concrètement on traduit ça. Donc la municipalité actuelle a une police municipale, donc des membres de la police municipale. Et donc, il y a aussi la police nationale qui assure la sécurité sur le territoire. Qui ne dépend pas du maire. Qui ne dépend pas du maire et qui fait un travail de manière indépendante et qui est avant tout là, avant tout, c'est elle qui doit assurer la sécurité. Mais on peut complémenter son action grâce à la police municipale. La question c'est comment on veut utiliser, à quoi on veut utiliser la police municipale principalement. Donc aujourd'hui, le constat que nous faisons, c'est que c'est une police municipale qui est beaucoup utilisée pour surveiller les écrans de vidéosurveillance, pour être derrière des écrans pendant la journée, pour regarder ce qui se passe. Donc c'est utile, la vidéosurveillance, c'est quelque chose qui est utile. Ça permet deux choses essentiellement. Ça permet, dans le cas d'enquête judiciaire a posteriori, d'utiliser les bandes vidéo qui ont été conservées pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et de résoudre, de faire avancer les enquêtes judiciaires. Et puis ça permet en temps réel de bien anticiper les choses en cas d'accident, un incendie, un accident de la route. Donc les caméras, le système de vidéosurveillance, ça permet de voir par où il faut passer, quelle route est bloquée, comment être plus efficace. Donc c'est des choses qui sont utiles. Effectivement, il
faut qu'il y ait des gens qui soient là, des opérateurs qui soient là pour regarder ce qui se passe derrière les caméras de vidéosurveillance. Donc conserver le nombre de caméras existantes, oui. L'augmenter L'augmenter, si c'est nécessaire, si ponctuellement il y a un endroit qui tout d'un coup demande spécifiquement d'être équipé d'une vidéosurveillance, pourquoi pas. Donc ça, il faut le faire, il faut voir au coup par coup. Donc ça, c'est encadré. Vous savez, c'est encadré par les commissions de la préfecture. Et donc, là, s'il y a un besoin spécifique attesté par les spécialistes, pourquoi pas. Mais surtout, avant d'augmenter, il faut penser à entretenir. Donc on a certaines caméras de vidéosurveillance qui sont un peu obsolètes, qui fonctionnent pas bien, qui tournent plus, qui sont bloquées en plan fixe. Donc là, il faudrait déjà réparer, disons, et entretenir le réseau existant de manière à ce qu'au moins ce que l'on a, qui a coûté cher d'ailleurs, fonctionne bien. Donc ça, c'est un premier point. Mais c'est pas tout, parce que nous, on croit vraiment à l'importance de l'humain, y compris pour assurer la sécurité. Et donc ce que nous voulons surtout, c'est utiliser la police municipale dans la rue, plutôt que derrière des écrans de vidéosurveillance. Donc on veut que les policiers municipaux puissent être au maximum au contact des Montalbanaises et des Montalbanais. Une sorte de police de proximité en Une police de proximité, faire de l'îlotage, refaire l'îlotage. Il y avait des postes de police dans certains quartiers montalbanais qui essentiellement ne sont plus utilisés aujourd'hui. Donc nous, on veut les remettre en service, en réfléchissant où on les redéploie d'ailleurs. Et puis on veut vraiment que les policiers municipaux soient au contact des Montalbanais, au plus proche de leurs préoccupations, qu'ils puissent suivre en continu ce qui se passe. Et on veut avoir une réactivité supérieure en cas de petits problèmes précis. Donc je veux dire, si par exemple il y a des petits problèmes d'incivilité qui existent et qui compliquent la vie de nos concitoyens, des problèmes de poubelles qui débordent, mal entretenues, on veut pouvoir avoir une réactivité sur ces choses-là pour éviter que les choses s'enveniment. Aller assez vite en amont, régler les choses avant que les choses ne s'enveniment. On veut aussi être réactif en cas de problème de vagues de cambriolage, des choses comme ça. Donc là, la police municipale, on incitera à aller patrouiller sur une zone de cambriolage de manière assez intensive au moment où il y en a besoin. Donc voilà, on veut une police municipale beaucoup plus sur le terrain, beaucoup plus en îlotage, beaucoup plus au contact des Montalbanais et beaucoup plus réactive. Et peut-être un peu moins sur la verbalisation des stationnements gênants, des choses comme ça, des dépassements de stationnement. Parce que je pense que c'est peut-être moins là qu'on l'attend. Il faut gérer les problèmes de stationnement, de dépassement de stationnement. C'est quelque chose d'important. Mais je pense qu'il faut utiliser la police municipale là où elle est le plus utile. Et le plus utile, c'est au contact des Montalbanais pour assurer leur sécurité au quotidien. En tout cas, c'est intéressant d'avoir votre avis sur ces questions, parce que c'est vrai que les questions relatives aux caméras de surveillance, justement, ont suscité des débats au sein de partis politiques, notamment orientés à gauche, sur les potentielles violations à la vie privée, etc. En tout cas, vous n'êtes pas défavorable, justement, à cette implantation de caméras de surveillance au sein de la ville. Non, mais du moins à leur entretien. Là-dessus, vous soulevez un problème très important. Donc là-dessus, il faut être... en fait... c'est dans les détails que se cache tout le problème. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait des images que l'on capte. Donc la loi française, elle est plutôt protectrice pour le moment de ce qu'on fait des images et des données que l'on capte. Il y a une suppression au bout d'un certain délai. Par exemple. Et puis il y a que c'est pas permis à tout le monde d'aller regarder ce qu'on a filmé. Donc ça, c'est très important. Donc le risque réel aujourd'hui, le risque technique, c'est d'arriver à un traitement automatisé des données vidéo. Donc la technologie est au point, on le sait. Donc on sait utiliser ce qu'on appelle aujourd'hui des intelligences artificielles. Ça veut dire concrètement, c'est-à-dire des programmes informatiques qui sont capables de gérer de très grandes masses de données rapidement de manière intelligente. Comme la reconnaissance faciale. Comme la reconnaissance faciale. Mais c'est bien au-delà de ça. C'est-à-dire on peut en théorie, en pratique, je veux dire, c'est pas utilisé sur le territoire français, mais c'est utilisé, je pense, dans certains pays autoritaires
de manière surprenamment efficace, et ça doit nous poser question parce que ça crée un danger au niveau des libertés publiques. On peut non seulement reconnaître facialement les gens, mais on peut aussi détecter leurs habitudes de fonctionnement et remarquer que alors que tous les jours telle personne fait tel trajet à telle heure, tel jour elle le fait pas, donc ça veut dire quelque chose, et aller voir. Donc ce type de technologie-là, elles sont au point, pas de manière théorique, hein, elles sont au point réellement, et ce qui nous protège de leur utilisation, c'est la loi. C'est la loi française qui dit non, on n'utilise pas ça. Donc effectivement, il y a un risque réel, quand les technologies sont là, que tout d'un coup on soit tenté de les utiliser, et ça mettrait réellement en danger nos libertés individuelles. Donc là-dessus, il faut être, je crois, en tant que citoyen, très soucieux de l'utilisation qui pourrait être faite de ces choses-là. On comprend bien votre position, du coup, oui, au système actuel, mais par contre, non aux nouvelles techniques qui se développent, aux reconnaissance faciale. D'ailleurs, je crois que le maire de Nice, si je ne me trompe pas, Christian Estrosi, était favorable justement à ce développement de la reconnaissance faciale au niveau de sa ville, etc. D'ailleurs, une ville qui dispose d'énormément de caméras de surveillance. Vous, en tout cas, c'est non par rapport à ça. C'est très clairement la boîte de Pandore. Très clairement la boîte de Pandore. Et je veux dire, c'est des sujets, c'est pas des sujets locaux, hein, c'est des sujets, pour le coup, éthiques et nationaux, sur lesquels il faut avoir une réflexion. Comment dire, il faut vraiment prendre le temps de la réflexion collective sur des sujets comme ça. C'est des choses, les technologies, on le sait, évoluent au cours du temps, et on crée des technologies peuvent devenir des armes terribles, on le sait. Donc oui, peut-être que dans les années 50, le grand danger c'était la bombe nucléaire ou des choses comme ça. Aujourd'hui, les technologies du traitement massif des données, ce qu'on appelle les intelligences artificielles, peuvent être à la fois des clés d'innovation et de technologie incroyables qui vont nous permettre des évolutions en médecine qui nous permettent de sauver des vies, mais elles peuvent aussi aller vers des dérives de ce type-là, et il faut être très très attentif à ces choses-là, très attentif collectivement. C'est vraiment très important à mon sens. Nous avons accueilli sur ce plateau la semaine dernière l'actuelle maire de Montauban, Madame Brigitte Barège, et avons évoqué avec elle les infrastructures sportives dont dispose à ce jour la commune. Quelles seront, s'il vous plaît, vos priorités, Monsieur Hélion, si vous êtes élu maire du chef-lieu du Tarn-et-Garonne en matière de promotion des pratiques sportives? Donc, nous, je crois que le slogan, disons, ça serait le sport pour tous. Ce slogan qu'on porterait. Donc, il y a effectivement des infrastructures qui ont été remises à niveau sur le dernier mandat. On les paiera pendant longtemps, dont acte, c'est fait. C'est bien. Elles ne sont pas suffisantes pour accueillir l'ensemble des praticiens, l'ensemble des gens qui veulent pratiquer leur sport. Donc on a des associations qui ont des problèmes pour avoir un accès aux salles, aux équipements sportifs, comme elles le souhaiteraient. Donc on est déjà, du fait de, encore une fois, l'évolution démographique, on est déjà dans une situation où, même avec des équipements renouvelés de qualité, eh ben on ne couvre pas les besoins, les attentes de nos concitoyens dès aujourd'hui. Donc là-dessus, il faut garder un œil vigilant et continuer d'accompagner l'évolution démographique de façon à ce que les gens puissent pratiquer le sport qu'ils souhaitent. Mais il y a une nouvelle tendance qui est de pratiquer le sport ou l'activité physique de manière indépendante, je veux dire, pas en association, pas en club. Donc là-dessus, on nous a fait part d'une attente forte d'équipements en libre accès qui permettent d'aller se dépenser le soir ou après le boulot ou que sais-je, sans nécessairement reprendre la voiture et retraverser Montauban pour aller sur le lieu prévu pour ça. Donc il y a une concentration. Le choix qui a été fait, c'est de concentrer les équipements sportifs sur quelques zones, donc à la Faux-Bio notamment, ou avec le complexe Saint-Gréoux aussi, la piscine. Mais parfois, on n'a pas envie de retraverser la ville pour aller jouer son match de basket ou je ne sais, mais juste besoin de se dépenser physiquement à proximité de chez soi. Donc là, ce qu'on portera comme idée, c'est d'essayer de développer des terrains en libre accès dans les quartiers, dans les hameaux, de façon à ce que les gens, et les adolescents notamment, puissent aller taper dans le ballon sur un city park. C'est ce que vous appelez un city park, c'est ça en fait? Oui, c'est le mot qui est souvent consacré, c'est des petits terrains équipés
pour faire du sport en pratique libre. Donc ça peut être effectivement, ça peut être des skateparks parfois, ça peut être des terrains de foot ou de basket ou de volley réduits, ou pas d'ailleurs. Ça peut être aussi des équipements de fitness en libre accès. Ça peut être aussi sur certaines voies de nature d'aménager des parcours de santé qui permettent d'aller courir, se balader, que sais-je. Donc l'idée c'est ça, c'est de permettre aussi de pouvoir pratiquer une activité physique proche de chez soi, sans avoir à sortir, reprendre son véhicule personnel et retraverser la ville. Ça, c'est des choses qu'on portera. Après, on sera bien sûr en soutien aux associations sportives. Donc on croit vraiment aux associations sportives comme un vecteur d'égalité, comme un vecteur de rencontre, de convivialité entre les gens, et en particulier les enfants. On croit que c'est le moment, un club sportif, où on apprend beaucoup de choses de la vie, beaucoup de valeurs. On sait que les clubs sportifs ont un effet très important sur la population, notamment chez les jeunes. Donc bien sûr, on sera en soutien des associations sportives. Et puis, à Montauban, difficile d'évoquer le sport sans avoir une attention un mot particulier pour le rugby, puisqu'on a ce club emblématique de Sapiac qui fait notre fierté, qui fait notre plaisir, et qui est aussi un outil de rayonnement de la ville. Donc on est connu, Montauban est connu aussi à l'extérieur, à cause ou grâce à son club de rugby, et ça c'est important, et grâce à son stade, et ça c'est important parce que une ville a besoin d'être connue, a besoin de rayonner, ça fait partie des clés de son attractivité. Donc pour pouvoir accueillir plus d'entreprises innovantes, pour qu'elles choisissent le territoire montalbanais plutôt qu'un autre, eh bien exister à l'extérieur c'est important, et le club emblématique de la ville, le club de Sapiac, est vraiment une clé pour ça. Donc là aussi, on sera en soutien du club de Sapiac, bien sûr. Un club qui a d'ailleurs des difficultés financières, vous l'avez peut-être vu récemment dans la presse, avec un budget qui ne serait pas véritablement à l'équilibre. Là, vous souhaitez, si vous devenez maire de Montauban, bien sûr, apporter un plein et entier soutien à cette équipe de Montauban, l'USM Sapiac. Donc l'investisseur, M. Maillard, qui est venu se poser sur ce club-là à Montauban, il y a, je crois, un beau projet. Et effectivement... Qui vient de Figeac, si je ne me trompe pas. Absolument. Et donc il faut bien sûr l'aider à porter son projet pour le club. Et on sera en soutien, bien sûr, parce que c'est important, je le répète, c'est important pour l'image aussi que la ville renvoie à l'extérieur. C'est pour le plaisir des matchs et le plaisir du stade, mais c'est aussi un vecteur de rayonnement pour la ville. Ma prochaine question, elle est liée à ces éléments que vous mettez en avant, etc., et notamment les questions liées au milieu associatif qui attirent votre attention. Vous percevez les associations telles des entités essentielles à la cité, et là on a cru le comprendre à l'aune de ce que vous venez de dire à ce micro, notamment à raison du fait que ces dernières maintiennent et renforcent le lien social et peuvent donc être perçues comme des atouts vis-à-vis de la démocratie participative dont nous avons parlé juste avant. Vous avez notamment affirmé au sein de la presse écrite que les groupes associatifs répondent à la montée des individualismes. Si vous êtes élu maire de Montauban, vous souhaitez instaurer des assises des associations. Pouvez-vous nous en dire davantage sur ce projet ? Oui, donc l'idée simple, c'est que le rôle de la mairie, sur ce sujet-là, comme sur beaucoup d'autres, on le voit avant tout comme un rôle de facilitateur. Donc la mairie ne doit pas être un prescripteur, ça ne va pas être une institution qui décide de ce qui doit être fait, mais en ces matières-là, mais beaucoup plus un rôle de facilitateur. Donc l'idée, c'est d'aller voir des gens, des associations qui ont une expertise d'usage, qui savent ce dont elles ont besoin, qui savent comment elles peuvent être aidées au mieux, et d'utiliser, de leur demander ce dont elles ont besoin, et de les aider selon ces axes-là. Donc ces assises des associations, c'est ça, c'est regrouper les associations et essayer de comprendre globalement ce dont elles ont besoin. Il y a des choses qu'on peut mutualiser. Donc il y a des services qui sont mutualisables peut-être. Et peut-être qu'ils n'existent pas encore, mais peut-être que certaines associations sont demandeuses, par exemple, d'avoir une aide pour la comptabilité,
des choses comme ça. Donc ça, on peut imaginer, si c'est effectivement ce qui ressort de telles assises, qu'on mette en place des services mutualisés pour les aider sur des sujets de ce type-là. Encore des aides avec des experts comptables, par exemple. Par exemple. Mais ça encore, c'est pas décidé d'avance. C'est vraiment l'intérêt de la démarche participative. L'intérêt de la démarche participative, c'est d'aller demander exactement aux personnes, et là dans ce cas-là aux associations, ce dont elles ont besoin. Parce que des fois on peut se tromper, des fois on peut penser de bonne foi que ce qui est utile c'est telle ou telle chose, et en fait quand on regarde précisément avec les acteurs de terrain, on se rend compte que non, c'est pas exactement ça, et que c'est autre chose qui serait plus utile. Donc la démarche participative, elle sert à ça. Mais l'idée, c'est d'être en soutien des associations et donc d'être un facilitateur plutôt qu'un prescripteur. Vous souhaitez d'ailleurs, je crois, créer un site pour regrouper toutes les associations, faciliter justement ces démarches dont vous parlez. Oui, ça je crois que donc il y a deux choses. C'est d'abord il y a un problème d'information, donc un problème de collecter, de rassembler en un même lieu, les informations pour les habitants, pour savoir quelles sont les possibilités vers lesquelles se tourner dans tel ou tel cas. Donc faire ça de manière beaucoup plus optimisée, claire et conviviale que ce n'est le cas aujourd'hui. Un répertoire des associations, mais avec plus d'interactivité, disons. Et puis, il y a aussi, là, en service aux associations, utiliser un site internet pour qu'elles puissent, là je parlais avant des Montalbanaises et des Montalbanais, mais là je parle des associations qui pourraient avoir sur un même site internet l'ensemble des informations et des services auxquels elles peuvent avoir accès pour leur développement. Le message est bien passé. Dernière thématique à aborder, la culture, la connaissance et le savoir. Vous avez des ambitions sur le plan culturel pour la ville de Montauban, pardon. À l'aune de votre projet politique, l'on perçoit entre autres l'importance que vous accordez à cette langue romane qu'est l'occitan. Vous souhaitez notamment favoriser les manifestations culturelles ayant trait à la langue d'oc. Les plaques des rues de Montauban seront notamment doublées de leur traduction en occitan, j'ai cru voir sur votre programme politique. Absolument. Ces considérations d'ordre linguistique, elles semblent capter votre attention. L'apprentissage de cette langue par les plus jeunes, elle revêt une certaine importance pour vous, Monsieur Lyon ? C'est pas pour moi, c'est pour moi aussi, mais je veux dire, c'est pas que pour moi, c'est vraiment, encore une fois, ce que nous ont dit de nombreux Montalbanaises et Montalbanais. Donc effectivement, on est une terre occitane, il y a une tradition occitane ici, il y a des défenseurs, des acteurs de l'Occitanie qui ont vraiment envie de porter des choses sur ces sujets-là, et on sera à leur côté. Donc effectivement, la mesure, pas symbolique, j'allais dire symbolique, mais en fait c'est plus que symbolique, la mesure de doubler le nom des rues en occitan, je crois qu'elle est attendue par beaucoup, et nous le ferons avec grand plaisir, par exemple. Mais pas que ça, je veux dire, on restera pas là, on sera vraiment en soutien, et en matière... C'est un élément parmi tant d'autres. C'est un élément parmi tant d'autres, mais c'est un élément symbolique, oui, c'est une partie symbolique là-dedans qui nous tiendra à cœur de faire, oui. Mais globalement, en matière culturelle oui. L'idée, encore une fois, c'est d'être en facilitateur, de se poser en facilitateur plutôt qu'en prescripteur. Donc, en matière culturelle, on a rencontré, durant notre consultation, beaucoup d'acteurs montalbanais, des artistes, des professionnels de la culture, des amateurs qui pratiquent tel ou tel art, un amateur, et tous, chez tous, on a senti vraiment une vraie aspiration à une vie culturelle beaucoup plus riche, beaucoup plus dense. On a vraiment senti qu'il y avait là un terreau incroyable pour qu'il se passe des choses. Et donc, ce qu'on souhaite faire, il faut savoir que cette ville, elle est marquée quand même. Elle est marquée par le fait que il existait, il y a quelques années encore, de nombreux festivals, de nombreuses animations régulières, qui aujourd'hui n'existent plus. Donc, la vision qu'on a, c'est quand même que, d'une certaine façon, certaines belles histoires ont été sabrées, et clairement, on veut permettre à nouveau que Montauban rayonne culturellement. Donc, la chance qu'on a, c'est que les graines sont là. Les acteurs, les gens qui ont une envie, sont prêts à jouer le jeu. Ça, ils nous l'ont dit, on y croit. Tout est là.
Il suffit juste de préparer le terreau pour que ces graines germent. Et ça va marcher. Donc pour ça, par exemple, les choses que l'on porte un peu plus concrètes, au-delà de la métaphore, c'est de trouver une des friches montalbanaises, une friche industrielle, un bâtiment qui n'est plus utilisé, mais il en existe beaucoup en Ville-Basse, à Ville-de-Bourbon par exemple, et bien de prendre une de ces friches qui existent aujourd'hui et de laisser se développer dessus un lieu, on appelle ça souvent des tiers-lieux aujourd'hui, des fois on appelait ça des friches culturelles, donc de permettre que se développe sur un tiers-lieu comme ça un ensemble d'activités de tout ordre, des activités culturelles type théâtre, type salle de répétition, type salle de cinéma ou projection de cinéma plein air, un lieu sur lequel on hébergerait aussi des entreprises innovantes qui souhaiteraient venir, un lieu où on hébergerait des Fab Labs qui souhaiteraient s'installer, un lieu comme ça, à la fois où l'innovation et la culture se mélangeraient. Bien sûr, ce serait très ouvert sur l'écologie, parce que vous l'avez compris, on porte vraiment l'idée d'adapter cette ville au changement climatique, et donc de faire entrer la nature et l'écologie dans les bâtiments. Donc on imagine un lieu comme ça, de bouillonnement culturel, ouvert sur le monde, et ça marche, ce genre de lieu. Ça existe déjà ailleurs. Donc il existe par exemple la friche de la Belle de Mai à Marseille, il existe Darwin à Bordeaux, il existe d'autres lieux un peu partout. Donc nous on a vraiment envie de favoriser, de mettre tout en place, de mettre les murs en place pour que les acteurs culturels montalbanais investissent un tel lieu culturel et d'innovation, les entreprises innovantes qui souhaiteraient s'y poser, pour qu'elles investissent un tel lieu et le fassent vivre. Un lieu comme ça, c'est très important. C'est important aussi pour le rayonnement de la ville. On parlait tout à l'heure du stade de Sapiac. Eh bien, avoir un lieu comme ça sur une ville, si ça marche, et on pense que ça marcherait parce que le terreau est là, les acteurs culturels sont là, et ils sont prêts à jouer le jeu. Donc si un lieu comme ça marche, ça donne une identité culturelle très forte à une ville. Et ça c'est important, ça nous intéresse. Réanimer la ville par des festivals aussi. Donc la ville a connu de grands festivals qui étaient connus bien au-delà de la région. Des gens venaient à Montauban pour s'installer pendant une semaine tout au long d'un festival comme Alors Chante ou le festival de jazz. Donc on avait comme ça un attrait très important. Donc là on a perdu quelque chose. Donc il existe aujourd'hui une animation estivale qui s'appelle Montauban en scène, si je me souviens bien, qui n'a pas la stature d'un festival. C'est intéressant, j'y vais très volontiers écouter des artistes que j'aime bien, mais c'est vraiment pas quelque chose qui a la stature d'un festival. C'est pas quelque chose qui draine toute une population. Les gens viennent ici pour Montauban en scène, quand ils viennent de l'extérieur, ils viennent pour un concert, ils arrivent, ils écoutent le concert, ils repartent. Un festival, les gens restent sur plusieurs jours. Donc un festival, c'est rentable économiquement. Alors bien sûr, on fait, quand on veut monter un festival, peut-être c'est pas la première chose auquel on pense. On pense à tous les effets sur la culture, sur le lien social, sur le plaisir d'être ensemble, mais c'est aussi un outil économique, un festival qui est rentable. Vous le savez peut-être, beaucoup de festivals aujourd'hui sont rachetés par des grands groupes. Le festival Garo Rock, par exemple, est racheté par Vivendi via sa filiale Olympia. Donc si les grands groupes rachètent des festivals, c'est parce qu'un festival, c'est quelque chose qui est rentable économiquement. Ça permet de gagner de l'argent. Donc à Montauban, on a cette animation estivale, Montauban en scène, qui elle ne permet pas de gagner d'argent. Au contraire, on paie on donne de l'argent public, on subventionne pour un festival de ce type-là. Donc là-dessus, on est vraiment dans l'idée de, en s'appuyant encore une fois sur le terreau local, sur les associations culturelles qui seraient prêtes à jouer le jeu, sur l'histoire de Montauban. Montauban a une très grande histoire du jazz, par exemple. Donc on serait prêt à favoriser l'émergence de nouveaux festivals, peut-être pas qu'un seul, peut-être plusieurs dans l'année, de façon à attirer en continu des flux de touristes qui viendraient pour ces festivals. Donc là, vraiment, on porte sur le long terme, sur le moyen terme et sur le long terme ensuite, l'idée de faire réémerger cette scène culturelle montalbanaise. Elle est là, en fait, elle est juste, elle attend juste de germer, et vraiment, on sera en soutien de ces choses-là. Je vous remercie pour vos réponses. Monsieur Carivin, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, je vais revenir notamment sur la culture. On va remonter dans le temps. En décembre 81, quand j'avais reçu Mme Barrel, ça faisait 8 mois qu'elle était élue.
Et elle avait fait une interview de plus d'une heure et elle m'avait parlé justement de la culture. Elle avait dit à Montauban, la culture est élitiste, donc je vais faire table rase du passé, hein, et je vais donner une culture populaire, notamment des associations comme les Amis du Théâtre, donc ont disparu, et bien d'autres. Vous, donc, vous allez refaire de nouveau une culture, comment ? Populaire et l'élitiste. Comment vous la définiriez ? Alors pour le coup, j'ai pas envie de la définir ni comme populaire ni comme élitiste. Déjà, j'aimerais déjà revoir une activité culturelle se développer avant de la qualifier. Alors qu'est-ce qui manque d'après vous ? Très clairement. Donc d'abord, soyons clairs. Je suis bien conscient qu'il y a qu'on a ici à Montauban de véritables fleurons. Et je pense notamment au musée Ingres Bourdelle. Je pense aussi au conservatoire. Donc on a des outils qui sont des outils d'excellence, qui fonctionnent vraiment et qu'il faut appuyer, sur lesquels il faut s'appuyer. Donc un musée de type notre musée Ingres Bourdelle, c'est vraiment un atout pour cette ville et c'est aussi quelque chose qui la fera rayonner. Par contre, un musée, ça fonctionne plus comme on fonctionnait il y a 50 ans. Un musée, il faut l'alimenter, et l'alimentation pour un musée, c'est l'exposition non permanente. Donc il y a un fonds permanent, et puis il y a des expositions non permanentes. Donc il faut régulièrement alimenter un musée de manière à ce que les gens aient... Pour le moment, le musée n'est pas mis en valeur ? Pour le moment, il vient de réouvrir. Oui. Il était fermé depuis 3 ans. Donc heureusement, et ça c'est un cycle à la louche comme ça, c'est un cycle de 2 ans. Pendant 2 ans, le musée va vivre de sa rénovation. Sur un cycle de 2 ans, c'est à peu près ça. Les gens vont venir à Montauban voir le nouveau musée Ingres. Et tant mieux. Mais ça a un terme. Alors, si on fait rien après, on retombe dans la situation où on était avant, où essentiellement les entrées sont des entrées de scolaires, ce qui est très bien. Il faut permettre aux scolaires d'aller visiter les musées, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, il faut viser à plus que ça. Et pour donner envie aux gens d'aller au musée, eh bien, on le sait, c'est ce qui se fonctionne dans toutes les villes européennes, même internationales. Pour donner envie aux gens d'aller dans un musée, de revenir dans un musée, il faut avoir une exposition non permanente. Il faut accueillir de nouvelles expositions qui donnent envie, tout d'un coup, de pousser la porte du musée à nouveau. Alors, vous avez parlé du Stade de Sapiac, donc vous seriez pour des grands événements comme il y a eu d'Astruet ou Jarre ? Pourquoi pas ? Donc effectivement, c'est quelque chose d'envisageable. On peut envisager d'accueillir aussi à Montauban ponctuellement de très beaux concerts, de très grands concerts. C'est possible. Il y a des espaces qui peut-être s'y prêtent aussi. Donc quand vous pensez au stade, pourquoi pas ? Mais il y a d'autres espaces à Montauban, scéniques, naturels, qui sont sous-exploités. Donc c'est possible d'utiliser. Lesquels ? Mais je pense par exemple à la place Prax-Paris. Donc c'est un ensemble très minéral qui n'est pas très exploité et assez peu vivant en journée. Mais pour le coup, c'est une scène naturelle. Donc c'est des endroits où on peut envisager de faire des concerts de plein air ou d'autres endroits où faire par exemple des diffusions de films de plein air. Donc on peut réintroduire... Encore une fois, on ne sera pas dirigiste là-dessus. Donc l'idée, c'est de voir ce que les acteurs culturels, ce que les associations ont envie de porter. Ça ne sera probablement pas la même chose qu'on a connue. Parce que une fois qu'on a tué un festival, par exemple, il ne renaît pas de ses propres cendres. Donc ça sera probablement d'autres choses qui émergeront. Mais on a besoin, cette ville en a besoin, et donc on sera en soutien des acteurs de la culture qui voudront porter de jolis projets, de beaux projets comme cela. Alors vous avez parlé de la place Paris, dont il faut la débaptiser ? Puisqu'à l'heure actuelle, elle s'appelle Place des Fontaines. Je l'appelle. C'est une spécificité montalbanaise, comme ça, qu'il y a des lieux qu'on continue d'appeler. C'était une boutade. Donc nous avons maintenant de belles ramblas, qu'on appelle des ramblas. Pour vous, si vous êtes élu maire, qu'est-ce que vous allez faire de ces ramblas ? Vous appelez ça des ramblas. C'est le terme qui est appelé. C'est le terme qui est utilisé. Mais les Montalbanais sont de plus en plus nombreux à appeler ça des planchasses. Oui. Vous voyez. Et ça, c'est encore une fois l'effet du réchauffement climatique. Donc cet été, c'était terrible déjà sur la partie basse qui était à peu près finie. Donc en début d'après-midi, plus un chat là-dessus. Donc c'est terrible au niveau. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour l'animer ?
Mais avant de l'animer, c'est terrible juste au niveau de la chaleur. Donc c'est pour ça qu'il faut déjà commencer à réfléchir à végétaliser ces endroits-là. Donc là, pour le moment, il y a quelques arbres qui sont naissants, pas très développés, des essences qui ont été choisies pour pas faire beaucoup d'ombre, ce qui est un tort. On aurait dû choisir des essences qui faisaient au contraire beaucoup d'ombre, parce que c'est des lieux qui sont très chauds. Et donc, effectivement, quand on construit des aménagements comme ça urbains aujourd'hui, il faut réfléchir, il faut avoir en tête l'urgence climatique et le fait qu'on va vers un climat localement plus chaud, et donc il faut végétaliser ces espaces-là pour pouvoir abaisser les températures. Une rue végétalisée, c'est 5 degrés en moins en moyenne. Donc il faut vraiment déjà revégétaliser au maximum les espaces comme ça. Donc déjà, s'il fait bon, vous verrez qu'il y aura un peu plus de gens qui circuleront. Alors j'ai des questions sur mon portable qui m'ont été envoyées par certains auditeurs, et notamment Antoine à Sapiac, fait partie de l'association de Sapiac, et ça l'a interpellé ce que vous avez dit sur le financement, donc justement au niveau des quartiers, que vous donneriez des sommes. Qu'est-ce que vous êtes pour le retour des conseils des citoyens, des conseils... Donc les référents aussi, puisqu'à l'heure actuelle il y a des référents. C'est une vraie question. Vous posez la question. En fait, la question que vous pose Antoine, c'est comment on met en place concrètement la démocratie participative. Voilà. Donc, quand on est dans une véritable démarche participative, eh bien, ça ne se décrète pas. Donc, la règle du jeu, l'outil, quels sont les outils qu'il faut développer, ça fait partie de la démarche participative de voir quels sont les outils adaptés. Donc nous on fonctionnera comme ça. Donc je vous l'ai dit, j'ai parlé du budget participatif, c'est peut-être l'outil le plus simple à mettre en œuvre, le plus immédiat. Mais il y a d'autres outils de démocratie participative. En gros, comment on fait pour consulter les habitants. Ça c'est à définir avec eux aussi. Donc une véritable démarche participative commence par construire les outils qui vont être utiles pour ce... Et ce sera des comités de quartier, ce sera quoi? C'est exactement ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est pas tranché d'avance, parce que ça fait partie de la démarche. Donc c'est important. Une démarche participative, si on veut qu'elle fonctionne, il faut que les citoyens se l'approprient. Si à l'issue d'une démarche participative, on finit par créer un petit conseil avec une vingtaine de personnes qui sont intéressées, on a raté notre coup. C'est pas une vraie démarche participative. Une véritable démarche participative, c'est quand c'est suffisamment massif. Et pour ça, pour que les gens adhèrent à une démarche, il faut qu'ils se l'approprient. Donc c'est un fait que pour mettre en œuvre une démarche participative réelle et pas juste symbolique, eh bien il faut construire des outils avec les habitants. Donc, cela dit, je veux dire, c'est pas une façon de fuir votre question. Je suis pas en train d'essayer d'éviter de répondre à votre question. Ouais. Ça fait partie de la démarche participative. Mais sur les budgets participatifs, ça c'est un outil facile, et ça on le mettra en place de toute façon. Alors là, j'ai Pierre qui me dit: je suis de la CGT. Rendez-nous la maison du peuple, qui m'écrit. Eh bien, il a raison, Pierre. Il a absolument raison. Alors, qu'est-ce que vous faites? Donc, nous, on a pris un engagement très clair. D'abord, cette maison du peuple, c'est un beau bâtiment. C'est un beau bâtiment qui a une histoire. Il a été offert au Montalbanais par la ville de Paris suite aux inondations de 1930. Donc, c'est un beau bâtiment qui mérite une rénovation. Et à titre personnel, je trouve très étonnant que ce beau bâtiment du centre-ville n'ait pas déjà été rénové, tout simplement. Il le mérite. Et puis, donc nous, on le rénovera, on le réouvrira, parce que ce bâtiment, aujourd'hui, est fermé. Et ça, c'est vraiment scandaleux. Ce bâtiment, il est utile aux Montalbanais, très nombreux. Il est utile aux habitants, avant tout. Donc aujourd'hui, vous voyez, on est en campagne politique. Quand on cherche à faire une réunion publique pour discuter avec les habitants, en centre-ville, on n'a pas de lieu. Le lieu, c'est la maison du peuple, mais elle est fermée. Donc là, nous, on va pouvoir faire une réunion politique. On a vu que Mme Barège avait eu la possibilité d'utiliser une salle de l'ancien collège, donc on a demandé à pouvoir en bénéficier aussi. On pourra comme ça faire une réunion politique là, mais on n'a plus le lieu emblématique qui nous servait. Ce lieu, il y a la grande salle du bas, il y avait les salles du haut aussi. Ce lieu, il est très utile au Montalbanais. Il y a beaucoup de lotos d'associations qui avaient lieu là. Il y a beaucoup de braderies, il y avait des concerts repas, aussi, il y avait des concerts. Il y a eu des diffusions de films, il y a eu des représentations théâtrales. Donc c'est vraiment un lieu de vie. Donc quand on veut réanimer le centre-ville, on commence pas par fermer la maison du peuple. C'est absurde. Et puis, donc c'était Pierre, c'est ça ? Oui, c'est ça. Pierre de la CGT, il doit aussi penser au premier étage, celui qui héberge c'est pour ça qu'il a appelé les syndicats. Oui, mais c'est pas tout. Oui. On aurait vraiment tort de croire que cette maison
maison du peuple, c'est simplement une histoire de local syndical. Donc bien entendu qu'il y a une concession historique qui est faite aux syndicats et qu'ils ont pleinement vocation à se réapproprier la maison du peuple. Donc nous voilà, très clairement, cette maison du peuple, c'est une salle dont le centre-ville a besoin, les habitants en ont besoin, ça participe très positivement à l'activité du centre-ville. On pense même qu'au centre-ville, on n'a pas suffisamment de salles publiques de réunion, donc il faudrait même en créer d'autres, mais très clairement, réouvrir la maison du peuple, la réhabiliter, la rénover pour avoir un bâtiment qui a les qualités qu'il mérite, et puis bien entendu continuer à héberger les syndicats qui le souhaitent sur un étage de la maison du peuple, bien entendu. Alors là justement, vous parlez du centre-ville, j'ai un commerçant qui vend des vêtements et qui me dit il n'a pas du tout parlé du centre-ville. Qu'est-ce qu'il va faire pour nous? Ah, mais vous ne m'avez pas parlé parce que vous ne m'avez pas demandé. Mais c'est très volontiers que j'en parle. Donc le centre-ville, c'est vraiment la revitalisation du centre-ville, c'est vraiment quelque chose qui est une de nos priorités. Donc, s'il était besoin de le justifier, on a organisé une grande réunion publique durant l'automne. On avait fait venir le maire de Cahors pour nous expliquer comment lui s'y prenait concrètement à Cahors pour avoir un centre-ville plus dynamique. Donc, c'est quoi nos propositions de base pour refaire vivre ce centre-ville? C'est compliqué. C'est compliqué de faire vivre un centre-ville dévitalisé. C'est beaucoup plus facile de maintenir quelque chose qui fonctionne plutôt que de reprendre quelque chose qui s'est cassé la figure, si je puis me permettre. Donc, on a 3 niveaux d'action différents. Donc, le premier niveau, c'est permettre aux Montalbanais de se rendre facilement au centre-ville de Montauban. Donc là, la période de travaux intenses qu'on a vécue a découragé de nombreux Montalbanais de se rendre en centre-ville. Donc très clairement, ils nous l'ont dit, moi j'y vais plus, j'y suis allé, je me suis perdu dans les embouteillages, j'ai tourné, je me suis perdu, je ne trouvais pas à me garer. Ce qui est le cas. Je venais pas. Oui. Et du coup, ils ont pris de nouvelles habitudes. Donc c'est des Montalbanais qui habitent plutôt en périphérie, dans les hameaux par exemple, et qui ont trouvé de nouveaux endroits où commercer. Donc ça c'est très difficile de faire changer une habitude. Mais pour pouvoir faire ça, premier point, faciliter l'accès au centre-ville. Donc là, très clairement, le plan de mobilité que l'on porte, de mobilité globale dont je parlais tout à l'heure, qui inclut les transports en commun, les voitures, le stationnement, etc., il sera pensé pour permettre l'accès facile en centre-ville. Donc par exemple, des parkings relais à l'extérieur du centre-ville, qui soient bien desservis par des navettes rapides et gratuites, donc, puisqu'avec nous, les bus sont gratuits, pour aller au centre-ville facilement. Ça peut être aussi cette histoire de mise à niveau du réseau cyclable. Parce que vraiment, une fois que le réseau cyclable est sécurisé, les Montalbanais seront nombreux à l'utiliser pour se rendre en vélo en centre-ville. Là, il leur faut des parkings. Il faut mettre des parkings à vélo, des parkings à vélo sécurisés, parce qu'un vélo électrique, ça coûte cher, par exemple. Donc il faut utiliser le parking existant qui va être construit devant la cathédrale pour aussi faire des vélos comme ça. Sachons bien, retenons bien qu'à Montauban, et je tiens ce chiffre-là de l'adjoint à l'économie de la maire sortante, les parkings souterrains sont utilisés à 60%, donc vide à 40%. Donc il y a des places à Montauban de parking, c'est pas la peine d'en construire de nouvelles, il y en a déjà, pourtant on en construit d'autres, mais c'est pas la peine, il y en a déjà. Juste comme elles sont payantes, les gens ne les utilisent pas. Donc là il faut utiliser, et comme ces parkings sont des parkings en PPP, partenariat public-privé, ça veut dire que la ville s'engage à un certain seuil de rentabilité pour le concessionnaire. Et donc il faut, si le seuil de rentabilité n'est pas atteint via les recettes des parkings, il faut compenser financièrement. Vous aurez la possibilité de renégocier ces contrats ou pas? Ah ça je ne pense pas, parce que les contrats, je peux me tromper, mais les contrats normalement aujourd'hui sont très bien écrits, il y a des cabinets de juristes très compétents qui verrouillent tout ça, donc les gens qui vous disent oui moi je vais arriver, je vais renégocier tout ça, c'est pas vrai. Les contrats ils sont bien ficelés, donc c'est compliqué de casser des contrats. Ce qu'on peut faire, c'est discuter et voir un petit peu les marges de manœuvre. Donc sur les parkings, nous, ce qu'on porte comme idée, c'est de les utiliser pour faire du stationnement résident
et aussi de faire du stationnement moins cher pour les travailleurs du centre-ville sur critères de ressources qui eux aussi ont besoin de se loger en centre-ville pour aller y travailler, que ce soit des commerçants ou que ce soit des gens qui viennent visiter des personnes âgées par exemple. Eh bien, il faut qu'ils puissent se stationner facilement. Donc, premier point pour le centre-ville, faciliter l'accès. Deuxième point pour le centre-ville, donner une raison aux gens d'aller en centre-ville. Donc la raison pour laquelle on va en centre-ville plutôt qu'en zone périphérique, alors que c'est facile d'accès à la zone périphérique, c'est parce qu'en centre-ville c'est mieux. Il se passe quelque chose d'intéressant. Il y a un truc. Il y a quelque chose qui va se passer. Donc il faut que ça devienne l'habitude de tout un chacun de se dire tiens, je vais aller ce week-end, ce samedi, je vais aller en centre-ville parce que je sais qu'il va se passer quelque chose. Je sais qu'il y aura de la musique, je sais qu'il y aura quelque chose qui va me surprendre, des arts de rue, je sais qu'il y aura une braderie, je sais qu'il y aura un défilé de mode, je sais qu'il y aura que sais-je encore. Et là-dessus, encore une fois, les commerçants nous ont dit qu'ils étaient prêts à jouer le jeu. Les acteurs culturels, les acteurs sportifs nous ont dit eux aussi sont prêts à vouloir animer le centre-ville. Donc ça c'est le deuxième point. Et le troisième point sur lequel on peut agir pour le centre-ville, c'est sur l'habitat. Donc aujourd'hui l'habitat à centre-ville c'est un habitat qui est beaucoup de location et assez peu de propriétaires habitants. Donc là il faut essayer, finalement c'est peu mixte. Et il faut essayer d'aller vers la mixité en essayant de faire revenir les propriétaires habitants. Là encore une fois, une des choses qui peut être la clé, on pense notamment à des Toulousains qui ont envie de venir vivre dans une ville de moyenne importance comme Montauban, qui ne peuvent pas se payer un logement de centre-ville à Toulouse, mais qui auraient envie de vivre ça à Montauban, eh bien, un des déclencheurs qui peut les inciter, c'est ce stationnement résident. Alors j'ai d'autres questions, je ne sais pas si je vais avoir le temps de vous poser ça. Alors, rapidement, donc Christelle, elle a dit vous avez parlé beaucoup des écoles, mais des universités je ne vous ai pas entendu. Et moi quand je suis arrivé à Montauban, ça fait 2 ans, j'ai eu du mal à me loger. D'accord, donc c'est 2 questions, logement étudiant et université. Ouais. L'université. Très rapidement, une réponse très pas si long. Alors, très rapidement. L'université, on a loupé le coche dans les années 2000. C'était le moment où les universités se développaient dans les villes de moyenne importance. Aujourd'hui, on est dans un mouvement inverse où c'est des grosses villes universitaires qui se densifient. C'est comme ça à l'échelle nationale, européenne et internationale. Donc on n'est pas dans un moment où on peut développer les universités et tout ça. Malgré tout, donc là on a vraiment loupé le coche. Et par rapport à Albi, on est vraiment en retard et on paie le fait que les politiques aux affaires au début des années 2000 n'aient pas su s'entendre. Et ça c'est une faute politique. Malgré tout, nous serons toujours aux côtés de l'université, du centre universitaire, parce que c'est un véritable atout pour la ville. Et ça tombe bien parce que le plan qui gère le centre universitaire Montalbanais, le plan région département, mairie, va être remis il arrive en bout de course, donc on va pouvoir s'y relancer et on le fera et on sera au contact, à côté, au soutien du centre universitaire. C'est très important. Pour les logements étudiants, on porte vraiment l'idée de faire du logement étudiant et pour jeunes travailleurs, parce que là aussi il y a des besoins. Alors, autre question qu'on avait posée à Madame Barège, c'est l'hôpital de Montauban. Faut-il le déplacer? Faut-il le laisser là où il est? Faut-il l'aménager? Alors, bien sûr qu'il faut l'aménager. Rapidement aussi. Un hôpital qui vit, c'est un hôpital qui bouge sans arrêt, donc il faut tout le temps avoir des projets sur un hôpital. Un hôpital, c'est un chantier permanent. Donc nous, on avait fait aussi une réunion publique où on avait invité notamment un ancien directeur de l'ARS qui nous avait dit que ce qu'on portait, qui était de maintenir l'hôpital en centre-ville, c'était tout à fait faisable. Donc on porte ça comme idée, maintenir l'hôpital là où il est. On avait demandé au Montalbanais aussi, dans notre consultation, à plus de 80%, ils étaient pour qu'on maintienne l'hôpital sur place, et c'est ce qu'on va porter, et c'est faisable. Pour le faire, il faut faire du parking, parce qu'on a besoin, l'hôpital ça a besoin de parking, donc c'est faisable. On peut faire du parking à hauteur, au-dessus du parking existant. Parking à hauteur, c'est pas trop cher à construire, donc on peut faire ça. C'est dommage, parce qu'on avait une opportunité incroyable pour développer cet hôpital, c'était la friche de l'Arsenal qui était juste à côté. Mais le choix de la municipalité actuelle, ça a été de ne pas la donner à l'hôpital, de ne pas permettre à l'hôpital de se développer là-dessus, pour plutôt faire un programme de parc privé de logement. Donc ça c'est une erreur, mais malgré tout,
malgré cette erreur, on peut encore développer l'hôpital sur le centre-ville, là où il est, avec un système de parking, puis un système d'extension, rénovation, en faisant des extensions à l'étage, des choses comme ça. Il faut savoir que l'hôpital va connaître le déménagement de l'école de soins infirmiers sur le site du centre universitaire. Donc ça libère du foncier aussi. Il y a possibilité de développer l'hôpital sur place. Alors Madame Barège, à ce micro, a déclaré qu'on lui a posé la question qu'est-ce qu'elle pensait de ses opposants. Et en parlant de vous, elle a dit c'est un gentil. Donc vous de Madame Barège, qu'est-ce que vous dites ? Écoutez, d'abord, donc j'imagine que dans la bouche... Gentil avec une connotation... Voilà, j'imagine que dans la bouche de Madame Barège, c'est pas forcément gentil de me déclarer gentil. Mais en fait, ça me va bien. Moi, je suis un gentil, effectivement. Je suis un gentil. Et vous Quel regard vous portez sur Madame Barège ? Avant de porter un regard sur Madame Barège, je crois que j'ai vraiment beaucoup de bienveillance pour cette ville de Montauban, que j'aime beaucoup. Et je ne suis pas sûr que ce soit un défaut d'être bienveillant. Voilà, ça je tenais à le dire. Oui. Et quel regard je porte sur Madame Barège ? Madame Barège, c'est la maire sortante qui a assumé 3 mandats, donc 19 années, c'est long. Je pense à certains enfants qui ont dû naître au début du premier mandat de Madame Barège et qui aujourd'hui sont en âge de voter. Voilà, 19 ans, c'est long, ça permet de structurer une ville. Nous, on n'aurait pas fait le même choix, très clairement. Et je pense qu'aujourd'hui, la vision que Madame Barège et ses équipes portent pour Montauban, elle n'est pas bonne. Elle regarde pas la réalité en face et elle se projette pas à 20, 30, 50 ans, alors que c'est ce qu'il est urgent de faire. Oui, donc vous voulez pas vous prononcer sur la personne elle-même. Écoutez, parce que quand on regarde, vous avez dit, enfin je sais pas si c'est vous, on a affaire à une gouvernance verticale et autoritaire. Oui, mais je suis prêt à qualifier la gouvernance, effectivement. Et effectivement, elle est verticale et autoritaire. Oui. Absolument. Vous pensez qu'elle a une lourde responsabilité ? Je pense que c'est le choix de gestion qu'elle a mis. Donc vous êtes vraiment gentil alors. Je suis vraiment gentil, oui. Voilà, on arrive au terme de cet entretien. Est-ce que vous avez des précisions à apporter sur des choses qu'on n'aurait pas dites, que vous auriez aimé à... Eh bien écoutez, très volontiers, je profite de votre micro pour inviter très chaleureusement et très largement les Montalbanaises et les Montalbanais à venir sur nos réunions publiques et tout particulièrement à notre dernier meeting de campagne le 11 mars, mercredi 11 mars, à Valorem. Donc l'espace Valorem, c'est l'espace à côté de Sapiac. Donc ils sont bienvenus. On a vraiment envie d'en faire un moment festif. Et puis, on a envie de gagner ces élections pour eux et avec eux. Donc qu'ils nous y rejoignent, ils sont bienvenus, on les accueillera très bien. Bon, en tous les cas, merci d'être venu à ce micro de Radio Asso. Merci beaucoup pour votre invitation. Bertrand, merci aussi pour ton interview. Et si vous êtes au second tour, Monsieur Hillion, j'espère que vous reviendrez entre les deux tours. Alors je vais avoir, j'espère que j'y serai bien sûr et je n'en doute pas. Bon. Et je vais avoir un emploi du temps très chargé, je le sais, mais je ferai mon possible pour revenir. Vous aurez bien de place pour Radio Asso. Je ferai mon Quel regard vous portez sur les radios associatives ? Associative, je parle. Mais le regard le plus bienveillant qui soit. Je vous l'ai dit, on est vraiment, moi-même et Alternative pour Montauban, dans l'idée que les associations, de manière générale, elles ont un rôle très important à jouer dans la société aujourd'hui. Et donc, une radio associative, c'est un outil formidable. Surtout qu'elle s'appelle Radio Association. Surtout qu'elle s'appelle, elle a le nom qu'il faut. Je vous remercie. Vous étiez sur les 100.7 de Radio Association, en compagnie de Serge Carrevin et Bertrand Sergue pour l'émission Libre Expression. Donc ce soir, c'était Monsieur Hillion dans le cadre de la campagne municipale. Maintenant, je vous laisse en compagnie du programme musical de Radio Asso. Radio Asso, la radio qu'il vous faut, n'oubliez jamais.